Ok, donc on finit, bonjour sur la caméra, dans la boîte. Ce que je voudrais faire aujourd'hui avec le peu de voix qui me reste, s'il y a 2 heures, ce que j'ignore, c'est finir la partie sur les disciplines de surveiller et punir qu'on avait bien entamé la dernière fois, et puis faire ce texte que je viens de distribuer en version papier aux étudiants en présentiel, mais qui est déposé sur cours en ligne pour les étudiants à distance et qui est à l'écran, qui va nous occuper pour la seconde moitié du cours, et qui est un travail donc, sur ce texte absolument extraordinaire, complexe, long, qui s'appelle La vérité et une forme juridique, dont je vous reparlerai dans un instant, et qui est en réalité non pas un texte, mais la transcription de plusieurs conférences faites par Foucault en 1973 à l'Université catholique pontificale de Rio, la CUPI de Rio, et qui a été publiée après dans le bulletin de l'université en question, un an plus tard en 1974, texte repris dans les dits et écrits, dont je vous donnerai le numéro dès qu'on s'en occupera, qui est un texte absolument fondamental et où Foucault propose une série d'éléments de réflexion qui recoupent les éléments de surveiller et punir, sauf que, et c'est ça la grosse surprise, c'est ça qui moi m'intéresse et dont je vous propose de partager la découverte et l'étonnement, c'est que, alors que surveiller et punir, c'est quand même la naissance de la prison, et que les modèles, pourquoi je veux dire, ça marche aussi pour d'autres institutions, le modèle demeure celui de la prison, avec des références satellitaires de loin en loin, à l'école, au couvent, aux hôpitaux, et à l'usine, et on va le voir particulièrement sur le texte qu'on va faire maintenant, dans la vérité des formes juridiques, il semble bien que le modèle qui guide, qui traîne littéralement, qui entraîne l'analyse foucaldienne, c'est l'analyse de l'usine et de la transformation de l'usine, des ateliers du XVIIIe à ce qu'elle est devenue à l'époque industrielle du XIXe, et au-delà. Et ce qui est très étonnant, c'est que le texte est bourré de références à un devenir de l'usine au-delà de l'usine, ce qui, bien entendu, moi, m'intéresse pour arriver au thème de l'actualité. Donc, c'est le programme de ce cours. La semaine prochaine, on n'a pas de cours, puisque vous savez que c'est des vacances. On reprend donc, le 8 novembre, c'est le souvenir son nom. Le 7 novembre, merci. Oui, c'est vrai. Le 7 novembre, et on en arrivera finalement, mais on est à la moitié du parcours, puisqu'aujourd'hui c'est la 6e séance, au cours sur la biopolitique, qui va nous occuper au moins 3 séances, et je voudrais garder les 3 dernières séances pour l'analyse du contemporain. Pour ce qui se passe aujourd'hui, on devrait être à peu près dans les clous. Ce que j'ai prévu de faire. Alors, on reprend la discipline, donc les photocopies qui ne sont pas à l'écran, mais vous devez les avoir dans l'espace cours en ligne et vous en papier. C'est les photocopies de surveiller et punir et de l'analyse des corps dociles. Je vous rappelle qu'on s'était arrêté, ça c'est ce que j'avais noté, j'espère que c'est le cas, vous allez me le confirmer. On avait terminé le premier procédé, j'avais annoncé 4 procédés, vous vous souvenez, disciplinaires. Le premier était celui de la clôture, s'applique dans les couvents, les collèges, les casernes et les usines, justement les usines, et on avait longuement commenté ce point. Il me semble qu'on s'en était arrêté là. Est-ce qu'on était allé au-delà de ça? Non. Donc on était, normalement je dois que je m'arrête, là j'ai oublié. Donc on en était à la page 144, et on avait lu, si les souvenirs sont bons, l'usine explicitement s'apparente au couvent, la forteresse à la vie close, le gardien ouvrira les portes, que, etc., etc. C'est-à-dire le passage au milieu de la page 144 où Foucault cite un certain nombre de textes de l'époque sur la manière dont on gère l'espace des usines au XIXe siècle. Alors, deuxième procédé. Le deuxième s'explique par le fait que le premier, paradoxalement, le premier c'est celui de la clôture, n'est pas systématique. Et que même quand il est systématisé, encore une fois ce n'est pas toujours le cas, même quand il est utilisé, il n'est pas suffisant. Et ça c'est un thème tout à fait passionnant parce que cela veut dire que enfermer des gens dans un espace clos pour les séparer du reste
des autres personnes, pour les isoler, pour en contrôler le mouvement. Vous vous souvenez, on avait commenté cette idée du contrôle du mouvement qui apparaît de manière très puissante, la peur de la mobilité. Ça n'est pas suffisant parce que, à l'intérieur même de l'espace délimité, dans le dedans de la clôture, qu'il s'agisse de la prison comme de l'usine, on n'est pas sûr de ce qui peut se passer. Et du coup apparaît un deuxième principe, et ce deuxième principe est celui que Foucault nomme le principe du quadrillage. Vous savez tous ce que c'est qu'un quadrillage, vous avez tous lu des cahiers quadrillés, c'est-à-dire la division d'un espace délimité par un système de lignes qui s'entrecroisent en général à angle droit. Rappelez-vous vos souvenirs lointains d'abscisses et d'ordonnées. Or, quand on travaille sur des abscisses et des ordonnées, ou simplement sur des lignes, quand on l'aligne en verticale et en horizontale, on détermine des points de croisement, c'est-à-dire des positions. On peut déterminer des localisations. Le quadrillage est intéressant parce qu'il consiste à répertorier analytiquement l'espace depuis son intérieur et à assigner à l'individu, tout individu, n'importe quel individu se trouvant dans cet espace intérieur et séparé, mais encore une fois ça ne suffit pas, à lui assigner une place. Alors qu'est-ce que ça veut dire assigner une place? Ben, ça veut dire en réalité qu'on formalise la distribution des corps dans l'espace. Qu'on construit, qu'on pense la répartition des corps par la fixation de chaque corps à une place déterminée par les coordonnées. Alors, là aussi, ce qui est très impressionnant, c'est que ça fonctionne bien évidemment pour la prison. Chaque détenu se voit assigner une cellule, et cette cellule est répertoriée par un numéro, qui est lui-même numéro attribué à un prisonnier, qui à son tour a un numéro, qui est un numéro de matricule. Donc, chaque personne a sa propre place, et on sait exactement où le situer. Ça fonctionne aussi pour d'autres espaces. Ça fonctionne bien évidemment pour les hôpitaux, encore aujourd'hui. Ça fonctionne, alors moins ici, parce qu'on est dans une université, dans un séminaire de recherche, mais ça fonctionne dans tous les espaces d'enseignement, par exemple. Les principes d'attribution des places peuvent être variés. Ça peut être le hasard, ça peut être l'ordre alphabétique qui fait que vous faites toute votre scolarité avec la lettre qui vous suit, la lettre qui vous précède à droite et à gauche. Depuis que vous avez 6 ans jusqu'à 18 ans, vous n'avez pas eu ça, vous? Vous avez eu le libre choix, vous avez eu la chance. Ceux des générations supérieures se souviennent peut-être du fait qu'on était dans l'ordre distribué alphabétiquement, que du coup, vous aviez à droite et à gauche, et parfois devant et derrière, les mêmes personnes pendant les 10 ans, 11 ans de votre scolarité, depuis le CP jusqu'au bac, quels qu'ils soient, qu'ils soient antipathiques ou pas, etc., parce que la distribution dans l'espace prévoyait un principe, quel qu'il soit, mais qu'une fois qu'on vous avait assigné une place, c'était celle-là. Donc ça fonctionne aussi pour les écoles, et ça fonctionne bien entendu pour les usines, où chaque individu ayant une fonction de travail, devant interroger des prestations productives, ne va pas où bon lui semble, mais là où on lui a dit d'aller dans une répartition des places très précise. Alors, pourquoi est-ce que cette répartition des places, ce quadrillage, est fait?
Vous allez me dire parce que c'est plus efficace rationnellement de mettre les gens en série quand ils travaillent. C'est pas que ça. Ce qui est intéressant, c'est que dit Foucault, il s'agit avant tout, et on est dans quelque chose qui est de l'ordre d'un dispositif de gestion des individus, donc on est dans une pratique de gouvernement, on est avant tout dans une distribution qui a pour avantage de décomposer par avance les possibilités d'agrégation, de réunion, de composition incontrôlée des individus entre eux. Si vous les répartissez, ils ne pourront pas se rencontrer. Si vous ne les répartissez pas, si vous ne les distribuez pas dans l'espace, vous pouvez constater très concrètement le fait que des individus se mettent à parler ensemble, à se réunir, à échanger, à faire groupe, et qui dit groupe signifie faire masse, etc. etc. Et donc c'est un danger potentiel. Cette décomposition par avance des possibilités d'agrégation ou de réunion, en éloignant les corps des uns des autres, elle est encore aujourd'hui assez patente. La distance n'a pas besoin d'être grande. La distinction des places entre elles suffit symboliquement à creuser l'écart. Cela dit, cette angoisse de la réunion ou de l'agrégation, agrégation au sens le fait de s'agréger, non pas agrégation de concours, cette angoisse des possibilités de réunion ou d'agrégation non contrôlée, elle existe toujours. Ça vous évoque quelque chose ? Dans les possibilités d'actualisation de ce discours-là, alors pas à l'usine, parce que les usines, telles que Foucault les décrit comme 19e, elles existent encore, mais de plus en plus rarement. Oui, mais plus précisément, moi je pensais à une chose, un cas de figure où le fait que les gens s'agrègent, s'agglutinent, soient ensemble, se rencontrent, pose problème. Et où on invente un dispositif, pas de la même nature, mais quand même un dispositif, pour éviter que ces effets de réunion non contrôlés puissent avoir lieu. Ouais. Dans la manifestation. Alors, il y a la manifestation qui est soumise à autorisation de manifester. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous réunir à beaucoup et défiler, mais c'est plus lié à l'idée du défilé, c'est-à-dire de la mobilité. Je dis c'est intéressant parce que la mobilité, on vient d'en parler, et au fait d'occuper l'espace public. C'est quelque chose un petit peu différent. Mais c'est un exemple, effectivement. Moi, je pensais à une autre chose. Alors, j'ai oublié d'aller chercher dans le code pénal l'article en question, mais il existe, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés de la regarder, il existe un délit de réunion. Il existe un délit de réunion, et en particulier, ce délit de réunion est appliqué, il a largement été appliqué, il est encore aujourd'hui, dans un certain nombre d'espaces où le contrôle, l'activité de gouvernement sur les individus, a besoin de s'exercer de manière fine et puissante, fine, c'est-à-dire corps par corps, on est vraiment dans la discipline. Et je pense au quartier et au délit de réunion lorsque des jeunes se réunissent là où on peut échapper à la pluie ou au froid et où on a de la place, donc chez soi c'est petit, c'est-à-dire les cages d'escalier et les halls d'entrée. Plus de 3, si les souvenirs sont bons. Plus de 3, c'est réunion. Il n'y a pas 36 000 endroits, quand on vit dans un quartier, dans une cité, pour se réunir. Encore une fois, quand les appartements sont petits, c'est les espaces publics à l'intérieur d'un immeuble, donc cage d'escalier, cave et hall d'entrée. Et puis, si le temps est clément, c'est les bancs dehors et c'est les centres commerciaux qui ont pour avantage d'être chauffés et couverts. Ouais. Et aussi le métro. Et le métro, oui, tout à fait. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour... Il y a des travaux de sociologues et de philosophes politiques sur cette question-là qui sont extrêmement intéressants. Ça, encore une fois, je vous la parenthèse, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des trucs louches
dans les cages d'escalier, les caves et les halls d'entrée, et quand il y a truc louche, c'est-à-dire quand une drogue sont brûlées, il est évident qu'on n'est plus dans le domaine du légal et de l'illégal et qu'une intervention est juste. Mais là, c'est pas ce phénomène-là. Le phénomène qui moi m'intéresse, c'est le fait que le simple fait de se réunir préventivement indique quelque chose comme un risque. Surtout le fait que des ouvriers dans une usine se réunissent entre eux ne signifie pas que les ouvriers vont bloquer l'usine, faire grève ou saboter la chaîne de travail. Ils vont juste parler. Et le fait, je vous donne tout de suite la parole, le fait que 3, 4, 5, 10 garçons se réunissent dans un hall d'entrée ou dans une cage d'escalier pour parler ne signifie pas le fait qu'ils vont réorganiser le trafic de drogue de la banlieue, sud, ouest, nord de Paris, peu importe. Ça peut l'être aussi, mais pas seulement. Or, cette idée de la prévention permanente de la réunion comme facteur perçu comme dangereux par anticipation est une chose qui, me semble-t-il, demeure encore aujourd'hui. Oui, vous vouliez intervenir ? Oui, je ne sais pas si c'est une limite du dispositif, c'est-à-dire qu'on va créer ce quadrillage, mais on ne va pas penser à l'après, disons après la prison ou après l'enfermement. Parce qu'en fait, ça me faisait penser notamment, quand on parlait des attaques terroristes, à la filière, par exemple, des buts de Chaumont, qui se réunissait dans les prisons et qui a permis en fait, d'embrigader de plus en plus de jeunes détenus. Et en fait, finalement, il y a des communications et réunions dans ces prisons, puisqu'il y a eu cette... Alors, vous avez raison. Je pense que dans l'analyse, là j'ai pris l'exemple contemporain, dans l'analyse de Foucault, on est sur la naissance d'une structure de la prison, qui est une structure de la prison à laquelle on va arriver, qui est une structure panoptique, organisée par cellules, et où chaque individu a, seul ou avec certains, mais qui sont choisis ad hoc, sa place, donc où la répartition est effective. Avant les prisons, c'est pas du tout ça. Avant les prisons, ce sont des espaces qui sont bien entendu fermés, dont vous ne pouvez pas sortir, mais à l'intérieur desquels il y a une circulation, un brassage social et une circulation et une mobilité qui sont infiniment plus grandes. On en a déjà parlé, me semble-t-il, au début du cours, mais je suis peut-être gâteuse. La prison de la Bastille, bon, je n'en ai pas parlé, donc je suis gâteuse. La prison de la Bastille, telle qu'elle est prise, et on a des récits de l'époque, quand elle est prise le 4 juillet, la Bastille ne ressemble pas du tout à la santé. C'est une forteresse ancienne, donc vous avez encore la trace sur la base de la Bastille, c'est dessiné par terre, et où il y a des détenus de toutes origines sociales, pour des délits extraordinairement différents, puisque le bon vouloir du roi suffit à vous embastiller. Donc vous avez à la fois des voleurs de poules, des gens qui ont suicidé d'autres, et puis vous avez des gens qui ont été, je sais pas moi, qui ont été antipathiques avec le roi, qui sont les maris des femmes que le roi a voulu. Alors, oui, ça c'est pas trop parce qu'il est assez plan-plan. Mais pour le 15, par exemple, on passe son temps à rencontrer des jeunes femmes charmantes, mais dont on a malchance qu'elles soient mariées. Et du coup, rien de plus facile que d'envoyer le mari en geôle pour pouvoir. C'est de cet ordre-là, les études de lettres de cachet, donc de lettres par lesquelles on enferme les gens, ça a été fait. Parenthèse, par exemple, par Arlette Farge, qui est une historienne qui a travaillé avec Foucault, et on voit à quel point ça va du petit délit ou de l'alcoolisme dans la rue, ou du bruit, du tapage nocturne, etc., au vol de poule, au vol de pain, à des vols plus conséquents, à tous les délits selon le bon vouloir du roi, donc ça peut être n'importe quoi, et puis après des choses, je ne sais pas, Sade et dans la Bastille, quand la Bastille est prise au 4 juillet. C'est là qu'il écrit, le fameux rouleau de Sade qu'il écrit, etc. Donc on a un espace clos, fermé, fortifié, mais où il y a du commerce, des gens qui sortent et des gens qui rentrent, des animaux plein de poules, des cochons, c'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie. Tout le monde vit ensemble. C'est plus du tout ça au XIXe siècle parce que la répartition est efficace. Alors, la question que vous posez aujourd'hui, elle est intéressante parce que elle suppose, et c'est vrai, une modification de la distribution des espaces en prison, avec le problème de ce qu'on appelle le prosélytisme, problème qui est un problème de prosélytisme en matière religieuse, de radicalisation religieuse, mais pas seulement, de radicalisation criminelle aussi. Pensez au film de Audiard il y a quelques années, Le Prophète, on rentre pour n'importe quoi, on sort en un cahier. C'est pas automatique, bien entendu, mais ça veut dire qu'il y a des parcours à l'intérieur qui sont des parcours qui passent par des réseaux de sociabilité qui exigent de vous que vous rentriez dans un système avec des valeurs, une hiérarchie, etc., et que vous adaptiez
Donc ils ne sont pas tous séparés, il y a des moments de sociabilité de plus en plus importants. Sur la transformation non panoptique, ou plus seulement panoptique de la prison, il y a des choses assez intéressantes qui ont été faites, en particulier par l'ancien contrôleur des lieux de privation de liberté, qui est un juriste. Ah non, je ne sais plus très bien parce que j'ai laissé mon sac dans mon bureau. Je vous donne son nom, il s'appelle Jean-Marie Delarue, D-E-L-A-R-U-E, que j'ai entendu il y a 2 ans à la Sorbonne exposer la manière dont l'architecture carcérale avait changé de manière extraordinairement radicale récemment. Oui. Ah oui, merci. Ah, j'ai bien. Un homme absolument d'une probité absolument formidable, Jean-Marie Delarue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous donne 2 autres références. Didier Fassin, qui a travaillé avec Delarue. Didier Fassin est un... allez voir ce qu'il fait, parce que c'est vraiment passionnant, de manière générale. Et il multiplie les casquettes, il est médecin, il est anthropologue, et il est philosophe. Et il a fait des livres, tous les uns les plus remarquables que les autres. Le tout dernier en date, me semble-t-il, c'est dernier, il y a 2 ans, aux éditions du Seuil, qui s'appelle L'ombre du monde. Et c'est un travail, une description et une analyse extraordinairement courageuse de l'état des prisons aujourd'hui en France et des mécanismes qui y jouent. Très foucaultien, dans une actualisation de Foucault qui force le respect, L'ombre du monde, Seuil, 2015, me semble-t-il, 2016, 2015. Troisième nom, troisième référence, je n'ai pas prévu de lui donner, mais c'est pas grave. On a organisé en 2016, ça devait être prévu pour 2015 et ça a été déplacé à cause des attentats du Bataclan. On avait prévu de faire le colloque juste après, mais ils ont vu pour des raisons de sécurité et des raisons de licence, on avait déplacé ça. Un énorme colloque à la Sorbonne, à Paris 1, autour de Surveiller et punir et de ses actualisations, où Delarue était venu, Fassin n'avait pas pu venir, mais Robert Manacor était venu, pour ceux que ça intéresse en matière de droit et d'études juridiques ou sociologie pénale. Mireille de Massa, qui est une très grande juriste, était venue, des gens plutôt bien. Et on vient de publier les actes. Et si mes souvenirs sont bons, le titre est Surveillance au pluriel. Ça sort là, je crois que c'est cette semaine. Et tout tourne autour de l'actualisation de Foucault, possible ou pas. Surveillance au pluriel, et c'est aux éditions Mar et Martin, qui sont des éditions juridiques. Juste maintenant. Il y a le texte de Delarue sur le prison. Donc, tout ça pour dire que la description de Foucault, elle est bien évidemment adossée à une périodisation très précise. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est le fait que clôture et quadrillage prévoient d'isoler et de fixer les corps à l'époque. Fixer au sens spatial du terme, dans une position. Et cette fixation qui est recherchée en plus de la clôture, et même quand la clôture n'est pas réalisée, même quand on n'a pas clos l'espace en milieu ouvert, cette fixation, elle a pour but d'éviter des effets de circulation et des effets d'agrégation imprévus. À la limite, on pourrait même penser que si on réussit à fixer les corps à une place, au voyage, on n'a presque plus besoin de clôture, puisqu'on empêche la mobilité. C'est comme si l'espace, une fois qu'il a été quadrillé, devenait en lui-même quelque chose comme une cage invisible et sans nom. Or, là aussi, j'insiste plus que ce que fait Foucault, mais parce que
Aujourd'hui, de plus en plus, du point de vue du travail en particulier, mais pas seulement, le travail se fait ou se réalise en milieu ouvert. La vieille structure d'usine avec le portail à l'entrée, la cloche, etc., elle existe encore, bien entendu. Elle est moins répandue et maintenant on travaille chez soi, on travaille en open space, on travaille sur des modalités, ou selon des modalités qui prévoient en réalité que vous gérez vous-même votre rapport au temps, vous semblez gérer votre rapport au temps et à l'espace. Et le principe du quadrillage est un principe extraordinairement efficace pour savoir en temps et en heure où vous êtes et si vous êtes à l'endroit où on a prévu que vous soyez. Imaginez, je ne sais pas, imaginez un dépôt Amazon. Je sais plus combien c'est, mais je crois que les gens qui travaillent chez Amazon à la collecte des livres pour les commandes font entre 15 et 25 km par jour pour aller chercher. Ils les reçoivent sur leur tablette active, un ordre, aller sur telle station, machin truc, le numéro, etc. Ils prennent le livre, ils le mettent dans le panier, ils renvoient l'ordre en disant je l'ai fait, puis on les envoie à un autre endroit, etc. C'est exactement ce genre de choses. Fixation par les passes. Alors, ça correspond au bas de la page 144 et au haut de la page 145, on va lire très rapidement. C'est le point 2. Mais le principe de clôture n'est ni constant ni indispensable. Vous voyez, on peut très bien faire sans les murs. C'est ça ce que dit Foucault. Et là, pour le coup, c'est une vraie anticipation. On peut faire sans les murs. N'est ni constant ni indispensable, ni suffisant dans les appareils disciplinaires. Ceux-ci travaillent l'espace d'une manière beaucoup plus souple et plus fine. Et d'abord, selon le principe de la localisation élémentaire ou du quadrillage. Chaque individu sa place, et en chaque emplacement, un individu. Éviter les distributions par groupe, décomposer les implantations collectives, analyser les pluralités confuses, massives ou fuyantes. L'espace disciplinaire tend à se diviser en autant de parcelles qu'il y a de corps ou d'éléments à répartir. Il faut annuler les effets de répartition indécise, la disparition incontrôlée des individus, leur circulation diffuse, leur coagulation inutilisable et dangereuse. Tactique d'anti-désertion, d'anti-vagabondage, d'anti-agglomération. Il s'agit d'établir les présences et les absences, de savoir où et comment retrouver les individus, d'instaurer des communications utiles, d'interrompre les autres, de pouvoir à chaque instant surveiller la conduite de chacun, l'apprécier, la sanctionner, mesurer les qualités ou les mérites. Procédure donc pour connaître, pour maîtriser et pour utiliser. La discipline organise un espace analytique. Tout à l'heure, je vous parlais de l'abscisse et d'ordonnée, géométrie analytique. On est exactement dans ça. Procédure pour connaître, pour maîtriser et pour utiliser, vous avez exactement la description du rapport docilité-utilité dont nous sommes partis. On est dans les disciplines. Alors, ça c'est le deuxième point. Troisième dispositif. Ce que Foucault appelle la règle des emplacements fonctionnels. Alors, c'est tout à fait passionnant parce que Foucault rajoute, c'est un peu comme une espèce de stratification, à chaque fois il rajoute une couche et il dit, bon, la clôture finalement c'est pas si indispensable que ça, c'est beaucoup plus indispensable de quadriller l'espace, mais quadriller l'espace, ça n'est pas encore, c'est une distribution dans des corps dans l'espace, mais ça n'est pas encore quelque chose comme une organisation des corps dans l'espace. Parce que pour avoir une organisation des corps dans l'espace, sous-entendu une organisation utile des corps dans l'espace, il faut que ces places auxquelles un individu a été assigné, des individus ont été assignés, ne correspondent pas seulement à un lieu spatial, mais correspondent à une fonction. Et le passage de la place à la fonction, d'une analyse en termes de place à une analyse en termes de fonction, c'est pour ça qu'on parle d'emplacement fonctionnel, permet d'organiser, c'est-à-dire de construire la série
de hiérarchiser, de mettre en ordre les places les unes par rapport aux autres. C'est pas seulement que je mets un corps A dans une place A et un corps B dans une place B, c'est que je pense le rapport qui va exister désormais entre A et B. Et je vais articuler ces classes entre elles. Organisation utile de l'espace, bien entendu, s'il y a un endroit où cela se réalise, c'est l'usine. Et c'est la mise en place progressive de ce qu'on va appeler la chaîne de travail, où chacun tient sa place et son rang. Je viens de dire rang. Techniquement, un rang prévoit que votre place est précédée d'une autre et suivie d'une autre encore. Vous êtes toujours considéré, votre place est considérée comme un intervalle entre deux classes différentes et deux fonctions différentes. C'est ça le rang. Alors, c'est aux pages 146-147. La règle des emplacements fonctionnels va peu à peu, dans les institutions disciplinaires, coder un espace que l'architecture laissait en général disponible et prête à plusieurs usages. Les places déterminées se définissent pour répondre non seulement à la nécessité de surveiller, de rompre les communications dangereuses, ça c'est ce qu'on vient de voir, mais aussi de créer un espace utile. Le processus apparaît clairement dans les hôpitaux, surtout dans les hôpitaux militaires et maritimes. On saute le bas de la page parce qu'on est un peu pressé et que ça nous concerne un petit peu moins, vous lirez si vous voulez. Et puis on va à la page 146, au milieu de la page, premier alinéa. Dans les usines, qui apparaissent à la fin du XVIIIe siècle, le principe du quadrillage individualisant se complique. Il s'agit à la fois de distribuer les individus dans un espace où on peut les isoler et les repérer, mais aussi d'articuler cette distribution sur un appareil de production qui a ses exigences propres. Il faut lier la répartition des corps à l'aménagement spatial de l'appareil de production et les différentes formes d'activité dans la distribution des postes. À ce principe obéit, je vous donne un exemple, la manufacture d'Oberkampf à Jouy. Elle est composée d'une série d'ateliers spécifiés selon chaque grand type d'opération pour les imprimeurs, les rentreurs, les coloristes, les pinceauteuses, les graveurs, les teinturiers, juifs et les tissus, la toile de Juif. Le plus grand des bâtiments construit en 1791 par Toussaint Barré à 110 mètres de long et 3 étages. Le rez-de-chaussée est consacré pour l'essentiel à l'imprimerie au bloc. Il contient 132 tables disposées en 2 rangées le long de la salle qui est percée de 88 fenêtres. Chaque imprimeur travaille à une table avec son tireur chargé de préparer et d'étendre les couleurs. Au total, 264 personnes. À l'extrémité de chaque table, une sorte de râtelier sur lequel l'ouvrier dépose pour qu'elle sèche la toile qu'il vient d'imprimer. En parcourant l'allée centrale de l'atelier, il est possible d'assurer une surveillance à la fois générale et individuelle. Constater la présence, l'application de l'ouvrier, la qualité de son travail, comparer les ouvriers entre eux, les classer selon leur habileté et leur rapidité, suivre les stades successifs de la fabrication. Toutes ces mises en série forment une grille permanente. Les confusions s'y défont, c'est-à-dire que la production se divise et que le processus de travail s'articule d'une part selon les phases, les stades de ces opérations élémentaires, et de l'autre selon les individus qui l'effectuent, les corps singuliers qui s'y appliquent. Chaque variable de cette force, vigueur, promptitude, habileté, constance, peut être observée, donc caractérisée, appréciée, stabilisée et rapportée à celui qui en est l'agent particulier. Ainsi épinglée de façon parfaitement lisible à toute la série des corps singuliers, la force de travail peut s'analyser en unités individuelles. Sous la division du processus de production, en même temps qu'elle, on trouve à la naissance de la grande industrie la décomposition individualisante de la force de travail. Les répartitions de l'espace disciplinaire ont assuré souvent l'une et l'autre. Alors, c'est un texte qui est assez passionnant, indépendamment de la description de la fabrique en question, de la toile de Jouy, parce que ça renverse, si vous y pensez, un certain type de lecture qui consiste à dire il y a industrialisation à partir du moment où
on se met à voir émerger quelque chose comme une force de travail massifiée. Et Foucault dit, alors il va le dire après avec les analyses biopolitiques, mais il dit au départ, on est dans un geste qui est le contraire de ce à quoi on est habitué à penser, on est dans un geste qui est le contraire de la massification, on est dans un geste qui est un geste d'individualisation. Individualisation, ça ne veut pas dire qu'on tient compte de l'individu au sens le plus commun du terme, c'est-à-dire qu'on tient compte de la personne, son histoire, ses capacités, son goût, son expertise, ses talents, sa singularité, etc. etc. Ça, c'est le modèle d'avant l'usine et c'est le modèle de l'artisanat. Vous choisissiez un artisan parce que c'était lui qui était particulièrement bon et donc c'était l'homme qui vous importait. L'artisan pouvait signer ce qu'il faisait. Là, dans l'usine, les ouvriers, les individus mis au travail, ils sont totalement évidés de toute singularité, de toute subjectivité, mais n'empêche que on les considère un par un pour pouvoir les contrôler, pour pouvoir les gérer et les contrôler. Et c'est ce second sens qui intéresse Foucault, du mot individu. Vous vous souvenez, pour Foucault, on en a déjà parlé, individu, cela ne signifie pas personne. Individu, cela signifie ce que les disciplines ont littéralement décomposé, puis remonté, puis recomposé à leur manière, cette fameuse anatomie politique dont on parlait la dernière fois, etc., etc. Donc là, on a l'hypothèse présentée par Foucault qu'au départ, le geste, il est individualisant. Les disciplines fonctionnent à hauteur d'individus, sont intéressées par l'individu, contrôlent, administrent, gèrent, corrigent, utilisent et obtiennent des prestations productives des individus. Alors, problème. Parce que si on travaille sur une dynamique d'individualisation, de repérage individuel des places et des fonctions, que se passe-t-il lorsque un individu tombe malade, quand un individu n'accepte pas les règles, quand un individu sème le trouble, quand un individu ne tient pas son rang, etc., etc., etc. On peut l'enlever. Mais si on l'enlève, qu'on vient de décrire la manière dont on organise les places et les fonctions dans un processus qui est celui du travail, et si vous enlevez un individu au milieu de la chaîne de travail, votre chaîne, elle s'arrête. Donc il faut à la fois fixer, individualiser et fonctionnaliser les places, et en même temps, il faut continuer à assurer en permanence, pouvoir assurer en permanence, la pérennité, le fonctionnement permanent de l'organisation que vous avez mise en place. Comment on fait? En fait, ça justement, c'est encore aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les postes de travail, c'est ce que vous disiez, ne dépendent pas de la personne. Donc, si la personne ne convient pas, peut-être n'importe qui d'autre à compétence égale. Ouais. Et ça implique, alors ça implique deux choses. Ça implique une chose qui va être le quatrième élément. Et qui est assez paradoxal, et c'est la permutabilité. C'est-à-dire la possibilité de remplacer un individu par un autre, en permanence. Donc, on distribue les corps dans l'espace, on leur assigne des places, ces places sont des fonctions, on organise les fonctions entre elles dans un procès de travail, un processus de travail, de production. Et bien entendu, chacun est distinct des autres, et la surveillance est individualisée. Et en même temps, il faut la possibilité de remplacement ou de permutation de chacun
par d'autres. Comment fait-on pour assurer la possibilité de cette permutation, de ce remplacement, en rendant tout individu égal à un autre? Comment fait-on pour rendre un individu égal à un autre? En enlevant de la considération que l'on a de cet individu tous les éléments de singularité qui en font une personne. Encore une fois, c'est un peu une banalité de le dire, mais je vous le rappelle, lorsque l'on était dans une, et encore aujourd'hui, lorsqu'on était dans une dimension artisanale du travail, l'artisan existe encore aujourd'hui, la singularité de l'artisan, son expérience, les travaux qu'il a fait dans le passé, la manière dont il a appris, quels ont été ses maîtres, son coup de main, son âge, etc., etc., etc. Tout ça intervient pour dire la nature même, la qualité même de ce qu'il va faire. On choisissait une personne, et on choisit encore une personne dans certains secteurs, pour cet ensemble de singularités qui font que la chose que vous demandez à un artisan ne sera pas la même si c'est fait par telle personne ou par telle autre personne. Dans l'artisanat, on est encore dans quelque chose qui est investi par, nommons-le avec le terme foucaldien, quelque chose qui est de l'ordre de la subjectivité. On ne dit pas singularité, mais on dit subjectivité. Dans ce qui se met en place à partir du XIXe siècle, dit Foucault, si je commence à penser que l'individu X mis au travail à telle place est unique, irremplaçable, parce que son expérience, son coup de main, son savoir, ses maîtres et ses réalisations précédentes le rendent précisément irremplaçable, si celui-ci me fait défaut pour quelque raison que ce soit, mon cycle de production est interrompu. Donc je dois mettre en place un système de travail où chacun fait ce qu'il doit faire, sans pour cela que j'ai besoin de ce qu'il est comme personne, ce qu'on appelle singularité, c'est-à-dire que je réussisse à évider, à désubjectiver le sujet en tant que tel. La personne n'est plus une personne, c'est précisément ce que Foucault appelle un individu. J'ai déconstruit et j'ai reconstruit à ma manière. La personne en question, je laisse de côté ce qu'elle est et je ne garde d'elle, cette personne, que ce qui m'intéresse, c'est-à-dire dans le cadre du XIXe siècle, et encore aujourd'hui en grande partie, une aptitude à la répétition, une résistance physique, une précision des gestes. Ce que Foucault vous dit exactement dans les lignes que l'on vient de lire, vigueur, promptitude, habileté, constance. Et ça, c'est pas de l'ordre de la subjectivité. Ça, c'est de l'ordre de la résistance du corps. C'est le corps qui travaille. On ne prend de la personne que son corps. C'est de la force de travail. Et cette force de travail-là, elle est susceptible de permutation ou de remplacement. Vous avez tous fait, j'imagine, l'expérience, moi ça m'est encore arrivé récemment, de trouver dans un, dans un fond de sac, dans n'importe quel objet, acheté, objet sériel, acheté dans un magasin, dans un supermarché, vous avez d'avoir trouvé un numéro avec un petit papier disant si jamais il y a un défaut de qualité, le numéro de la personne qui a fabriqué l'objet. Vous avez jamais trouvé ça? C'est rappeler la référence 143. Ce qui veut dire en réalité la personne qui a fait matériellement l'objet que vous avez acheté, et ça vaut en général sur des processus de travail qui sont extraordinairement déqualifiés, c'est-à-dire ce qui se passe en Chine, ce qui se passe en Inde, ce qui se passe aussi par ailleurs au marché de l'Europe. La personne n'est plus une personne, c'est un numéro. Et c'est une fonction. Et si on veut retrouver, si on veut tracer, puisque la traçabilité est vraiment le producteur de votre objet, ou l'un des producteurs de votre objet, ou celui qui est chargé du contrôle final en bout de chaîne, alors voilà le numéro. Mais pas un nom.
pas une identité, pas une histoire, pas une expérience. C'est ça, désubjectiver le travail. Je vois froncer les sourcils. En fait, moi je le verrais plus comme une façon de qu'on puisse passer. Enfin, c'est la vie privée de la personne, en fait, on est pas censé avoir le nom de quelqu'un dans les pantalons. Non, non, mais alors c'est intéressant parce que on va y arriver bientôt, on va y arriver à partir de la mi-novembre et dans les 3 dernières séances qu'on va avoir. Alors on ne va pas faire beaucoup de biographie, mais c'est intéressant de la vie quotidienne parce que ça pose des questions, y compris quand on lit des textes comme ça. Changement radical de management dans les magasins Monoprix. Les caissières ont un nom. Et il y a un panneau qui vous dit les caissières ont un nom et elles s'appellent Miranda, machin truc, je ne sais pas si c'est leur vrai nom, mais on leur donne un nom avec une grosse étiquette et on vous signale qu'elles ont un nom, ce qui veut dire qu'on tente de restituer dans une stratégie précise de management et de marketing, de promotion de la marque, quelque chose comme une resubjectivation d'un métier qui est un métier serial parce que la caissière en question, vous ne lui demandez pas qui elle est, mais parce que vous n'avez pas besoin de savoir qui elle est, d'abord vous n'avez pas le temps, elle n'a pas le temps non plus, puisqu'elle est contrôlée, elle est fixée à une place, on a un emplacement fonctionnel, on sait exactement où elle est, et à quel moment, et puis donc c'est une invention stratégique, mais ça ne correspond à rien, et puis surtout ce qu'elle fait comme travail, rentrer le prix des choses, aujourd'hui scanner les codes, n'implique en rien ce qu'elle est par ailleurs. N'importe quelle personne peut scanner un code barre devant un écran sans engager ce qu'il ou elle est. Fort heureusement, me dites-vous, oui, sauf que ça veut dire qu'il se développe à partir du 19e siècle un travail qui est totalement indifférent. Ce travail ouvrier dans les usines est totalement indifférent à ce que sont les personnes. Il n'en a pas besoin. Il ne retient des personnes que ce qu'on va appeler leur force physique et leur habileté, leur promptitude et leur résistance, c'est-à-dire ce qui va donner la force de travail. Le problème, c'est combien de temps ces corps-là résistent. Le grand problème du 19e siècle, c'est le problème du temps de travail. Combien de temps on peut leur demander de travailler avant qu'ils ne s'écroulent? Je vais réagir sur est-ce qu'on attend que le nom de la personne, mais justement, l'artisanat, on connaît le nom de la personne. Bien sûr. Et même, je pensais aux marques, où finalement le nom d'une personne est sur le jean, mais c'est pas celui qui l'a fait, en fait. Non, bien sûr, mais par exemple, dans l'artisanat du luxe, il y a une industrie du luxe, dans l'artisanat du luxe, où les prix sont délirants par rapport à la production sérielle de biens matériels, qui est celle à laquelle nous avons accès tous ici, les choses sont signées. Les sacs sont signés. Un sac Hermès, c'est un sac signé. J'en ai pas, mais je le sais, parce que j'avais lu des articles. Les vêtements de haute couture sont signés. Pas seulement par celui qui a écrit, mais par la petite main qui a fait. Donc ce principe de la signature est un principe intéressant parce que ça implique que la personne qui a fait y a engagé ce qu'elle était, c'est-à-dire son histoire, son expérience, son goût, tout ce qui fait qu'une personne est une personne irremplaçable. Alors que dans le cas du travail d'usine tel qu'il apparaît dans la première industrialisation, dit Foucault, que ça fascine, finalement, on voit émerger la figure d'un individu obtenu par désubjectivation. Le sujet, une fois qu'on lui a enlevé ses traits singuliers en tant que sujet, en tant que personne, si vous voulez, devient cette chose que l'on fait travailler, qui est un corps, à qui on demande de la docilité, de l'utilité, de l'efficacité, et c'est ça qu'on va appeler individu. Alors, permutabilité, oui, mais à une seule condition, pour obtenir le principe du remplacement de chacun par un autre, il faut que rien de ce qu'il est ne soit singularisé. Il faut qu'on ait au préalable désingularisé, désubjectivé les individus. Et c'est probablement là, dans cette désubjectivation préventive qui est nécessaire pour assurer
la permanence du procès de production, c'est probablement là que se met en place quelque chose qui va dépasser la seule dimension individuelle. Si je désubjectivise, si j'enlève les caractéristiques subjectives et singulières de la personne en tant que personne, et que je rends donc tous les individus équivalents entre eux, du point de vue de ce que je veux en obtenir, c'est-à-dire des prestations politiques, je compose des séries d'individus équivalents. Et si je compose des séries d'individus équivalents, remplaçables, permutables, et que rien ne distingue, sauf la place que je leur ai attribuée et qu'ils doivent tenir jusqu'au moment où j'en change et où je redistribue les choses, alors j'obtiens quelque chose comme une masse de corps identiques que rien ne distingue. Et l'expression, si vous y pensez, force de travail, est une expression passionnante parce qu'elle dit l'exclusivité d'un rapport qui passe par le corps, c'est une question de force, non pas de force au sens de soulever les haltères, mais d'endurance, de résistance physique. Mais force de travail, ce n'est pas les individus qui travaillent, c'est la force de travail. Et on a là quelque chose comme une indétermination qui va jusqu'à gommer cet individu qui était déjà lui-même le produit d'une désubjectivation. L'individu est le produit d'une désubjectivation, et à ce moment-là, tout se valent, et à ce moment-là, on peut massifier le regard que l'on porte sur eux et dire on a une seule et même masse de corps mis au travail, c'est de l'ordre de la force de travail. Et ça se quantifie, la force de travail. Puisqu'on a au préalable enlevé les qualités subjectives, ce qu'on a, c'est de la quantité de force. Alors, c'est au bas, si mes souvenirs sont bons. Non, c'est au milieu de la page 147. Point 4. Dans la discipline, les éléments sont interchangeables puisque chacun se définit par la place qui l'occupe dans une série et par l'écart qui le sépare des autres. L'unité n'y est donc ni le territoire, l'unité de domination, ni le lieu, l'unité de résidence, mais le rang, la place qu'on occupe dans un classement, le point où se croisent une ligne et une colonne, l'intervalle dans une série d'intervalles qu'on peut parcourir les uns après les autres. La discipline art du rang est technique pour la transformation des arrangements. Elle individualise les corps par une localisation qui ne les implante pas mais les distribue et les fait circuler dans un réseau de relations. Alors, ce sont des choses que je viens de voir, donc je ne m'y arrête pas, mais ce qui, encore une fois, m'intéresse, c'est qu'on voit poindre sur ce quatrième point la dimension de la massification. La conséquence de la désubjectivation, c'est la massification. Et la question qui va se poser immédiatement, c'est est-ce qu'il ne faut pas des formes spécifiques de gouvernement pour cette massification-là? Discipline s'applique aux individus, au corps individuel. Mais si j'ai des séries de corps organisés entre eux selon des emplacements fonctionnels et mis au travail, comment puis-je administrer, gérer, gouverner ces corps mis en série et qui font masse quantitativement? Est-ce que je n'ai pas besoin d'autres dispositifs pour gouverner ce niveau massifié? La question est posée
dans Surveiller et punir, elle n'est pas résolue dans Surveiller et punir. Elle sera résolue dans Naissance de la vie politique, en 78-79, en réalité dans quelques textes périphériques, mais explicitement dans Naissance de la vie politique, dans le cours de 78-79. Et les dispositifs qui ne remplacent pas, mais qui se surajoutent aux disciplines pour gérer non seulement les individus, mais la massification des corps entendus comme force de travail, eh bien c'est ce que Foucault va appeler des biopouvoirs. Et la biopolitique, c'est la gestion d'ensemble d'individus traités massivement. Ces ensembles d'individus traités massivement, Foucault leur donne un nom, qui est un mot qui existe déjà, qui possède déjà des sens, et que plusieurs sens, et que Foucault va totalement évider des sens précédents pour lui donner son sens à lui, chose qu'il fait très souvent. Il va prendre un mot, et ce mot c'est population. Il y a le niveau des individus, et il y a le niveau des ensembles ou des macro-ensembles d'individus traités de manière massifiée, ce que Foucault appelle des populations. Donc travailler sur la biopolitique, ça veut dire essayer de tenir le pari de la description du double niveau, niveau disciplinaire, les individus, niveau biopolitique, les populations, et savoir comment est-ce qu'on s'y prend pour les populations. Ça va? Alors, il est presque bon, on a fait quasiment la moitié. Je vais m'arrêter sur surveiller et punir, si vous voulez bien. On fait une pause, je descends faire des photocopies de compléments et on commence le début de la vérité des formes juridiques parce qu'on va en revenir à une chose qui nous manque et qui va être déterminante pour la suite, qui est la question de la richesse. Qu'est-ce que c'est que la richesse ?
papier, on a l'impression pour qu'ils soient mis en place, c'est la finalité. Là, l'idée de donner de la ça, c'est une idée qui vient de parce que je pense pas que c'est penser à l'institution, à la chose qui est censée pour en plus, c'est l'impression c'est de... Non, c'est pas parce que je sais pas vraiment vous essayez de parler de l'intention derrière le fait de mettre en place je pense que les intentions sont utiles, vous pouvez les trouver dans le J'avais pas le max sur la masse. C'est-à-dire que je sais pas si c'est expliqué. que la réalisation on est sur ça. C'est qu'on réalise pas nécessairement organiser de manière passionnée. Peut-être plus que de convaincus en fait de place. Donc tu te dis vraiment c'est bien ce choix. Pour les contenus de l'autorité, pour les contenus je fais des séduits, je fais travailler ces gens qui ont fait en fait, c'est pas. Voilà, et sortir, on n'est pas rentré dans le. Il y a eu des révoltes aussi, mais après, c'est sûr, il y a eu
la nature du crime. Ok, on est à nouveau à l'image, j'avais oublié de mettre la pause, donc je pense que les gens qui nous regardent dans la fenêtre bien lointaine ont dû avoir vos conversations, vos bavardages qui étaient enregistrés, je m'excuse. Mais là maintenant, voilà, c'est ça, souriez. Vous êtes de dos, hein, vous n'êtes pas reconnaissant. Donc on reprend. Et on reprend sur ce texte que j'ai annoncé tout à l'heure, c'est vraiment un texte passionnant. Alors, avant d'en venir au texte lui-même, la manière dont vous pourrez introduire la question dont le texte traite au moins en partie, qui va nous occuper maintenant, c'est que finalement, de la description des mécanismes disciplinaires, surveiller, punir. On a vu un tout petit morceau, c'est bien plus complexe que cela, et les cours qui sont parallèles à surveiller et punir au Collège de France, dont j'ai un peu parlé en réponse à une question qui m'avait été faite la fois dernière, sont par ailleurs un matériau extrêmement précieux, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais vite. Et donc, de cette description extrêmement fine des processus disciplinaires, Foucault, en réalité, passe à un type de questionnement, et on le sent en permanence dans ces mêmes années, un type de questionnement qui est davantage qui porte davantage sur la recherche d'une origine de la disciplinarisation. Quand je dis origine de la disciplinarisation, la question est simplement non seulement comment ça marche, ce à quoi il a répondu, comment on gouverne nouvellement à partir d'un certain moment, mais aussi pourquoi ça s'est passé. Pourquoi est-ce que d'un coup, à un certain moment, émergent ces nouvelles pratiques gouvernementales? Vous vous souvenez, dans le texte qu'on avait fait au tout début du cours, Foucault disait la question du pouvoir, pour moi, c'est la question du comment on gouverne. Cette question du comment on gouverne à un moment donné, et quelles sont les nouvelles choses, les nouveaux éléments, les nouvelles pratiques qui y contribuent, elle est redoublée par une question au moins aussi importante, et qui est comment peut-on rendre raison de ce moment d'émergence disciplinaire, 18e siècle, qui transforme aussi profondément, tournant 18e, 19e, qui transforme aussi profondément les manières de gouverner, encore une fois, gouverner au sens gérer, administrer, on vient de le voir avec les disciplines, essentiellement les corps individuels. Et alors Foucault tente une réponse et il attend en réalité en deux temps que je vais traiter dans l'ordre inverse de la chronologie volontairement. Alors je vous les présente dans l'ordre chronologique et je vous dirai pourquoi j'ai choisi d'inverser l'ordre. Il y a un premier temps probablement où Foucault commence à répondre par anticipation et qui est un des chapitres des mots et les choses, c'est le chapitre 6 des mots et les choses. Les mots et les choses paraissent en 1966, donc presque 10 ans auparavant. Et le chapitre 6 est consacré à, c'est d'ailleurs son titre, à l'analyse des richesses, à ce qu'on appelle l'analyse des richesses. Et toute la question de Foucault est de dire pourquoi est-ce que la manière dont on analyse les richesses, l'expression est une expression du XVIIe siècle, se transforme à tel point qu'on cesse de parler d'analyse des richesses et qu'on se met à parler, avec une autre expression, elle-même historicisable, c'est-à-dire datable, on se met à parler d'économie politique. Comment est-ce qu'on est passé d'analyse des richesses à l'économie politique? Alors, j'aurais pu traiter d'abord ce texte, mais je pense que ça aurait ralenti notre analyse à nous. Et donc, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par le deuxième texte, où c'est particulièrement évident et où Foucault répond de manière encore plus précise, beaucoup plus précise, parce qu'on est désormais en 1973. Et ce texte, c'est cet ensemble de conférences, encore une fois, réalisées, faites, tenues entre le 21 et le 25 mai 1973 à Rio, publié en juin 1974 au Brésil, et puis finalement reprise, traduite du portugais, et reprise en français dans le dit écrit, sous le titre La vérité et les formes juridiques, donc vous avez l'ensemble de toutes les conférences. C'est le texte numéro 139, la fois prochaine, c'est-à-dire à la rentrée des vacances de la Toussaint,
je vous amènerai malgré tout 2 pages petites pour vous donner une idée du chapitre des mots et des choses sur l'analyse des richesses qui me semble assez intéressant et secondaire. Alors, la vérité et les formes juridiques, c'est un texte passionnant de conférences qui sont extraordinairement différentes les unes des autres et qui pourtant sont profondément liées. Dès le début de la première conférence, Foucault est assez clair. Il dit, alors je ne vous l'ai pas donné en photocopie, et je vous le lis, c'est vraiment le tout début, c'est le début de la 2e page, dans l'édition des dits écrits. Il dit, à propos de la manière dont il peut caractériser son travail, c'est en premier lieu une recherche proprement historique. Comment des domaines de savoir ont-ils pu se former à partir des pratiques sociales? La question est la suivante. Il existe une tendance que nous pourrions appeler un peu ironiquement de marxisme académique et qui consiste à chercher de quelle manière les conditions économiques d'existence peuvent trouver dans la conscience des hommes leur reflet et leur expression. Il me semble que cette forme d'analyse traditionnelle dans le marxisme universitaire en France et en Europe présente un défaut très grave, celui de supposer, au fond, que le sujet humain, le sujet de connaissance et les formes de la connaissance elles-mêmes sont d'une certaine façon données préalablement et définitivement, et que les conditions économiques, sociales et politiques de l'existence ne font plus que se déposer ou s'imprimer dans ce sujet définitivement donné. Fin de citation. Alors, si je voulais vous rappeler ce début de la première conférence, ou tout début du texte, c'est finalement Foucault dit, faites attention, pour moi, au départ, il y a toujours quelque chose comme des conditions économiques, sociales et politiques qui déterminent à la fois des formes de connaissance, des formes de savoir spécifiques, et des manières de considérer, d'envisager, de définir ce que nous appelons trop généralement des sujets. On vient de le voir pour les disciplines. Les disciplines déconstruisent les personnes et reconstruisent ce que Foucault appelle les individus. C'est une opération de constitution de l'individu en tant que tel qui procède, vous vous souvenez, par décomposition des parties du corps, recomposition après dressage, redressement, etc., et qui ne considère le corps que comme érogateur de forces physiques, exite la subjectivité. Oui. Mais en fait, cette recomposition, je crois que c'est Simon de Beauvoir qui disait que l'ouvrier, en fait, pendant ce temps de travail, il est subjectivé de cette façon, mais après, il reste un homme, et même pendant les pauses, il parle avec les autres, il parle de ses enfants, de sa famille, de ses loisirs, de son foot, et du coup, enfin, de sa religion, alors, et du coup, c'est vraiment, en fait, on ne réduit pas l'individu, on le réduit au travail, quoi. Ce qui est sauf que Simone de Beauvoir, quand elle parle, il faudrait voir dans quel texte elle écrit ça, et il faudrait regarder la date. Ce qui est intéressant, c'est que dans la réalité du XIXe siècle, les marges temporelles et spatiales de retour à soi comme subjectivité, elles sont, et c'est toute l'analyse que Foucault fait, réduites à néant. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de place, tout est fait pour les éviter. Le moment de la pause est un moment extrêmement succinct. La longueur du temps de travail est une longueur exorbitante par rapport aux critères d'aujourd'hui. Et même le temps de la pause est calculé de manière à ce que les gens, dit Foucault, ne se croisent pas, ou s'ils se croisent, que leur croisement soit entièrement géré, administré par avance. Donc on n'est pas dans je fais 4 heures, j'ai une demi-heure de pause, je vais manger mon sandwich, je parle avec les copains, et puis après je retourne au travail. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe, en tout cas pas à l'époque. Et ce que Foucault tend à montrer, c'est que, paradoxalement, là où nous percevons que le temps de travail diminue et que la liberté des travailleurs, donc des corps individuels, s'accroît, c'est-à-dire qu'ils sont absolument libres de faire ce qu'ils veulent dans les interstices de leur travail, en réalité, ces processus disciplinaires demeurent.
La question qui serait intéressante, ça serait de comprendre aujourd'hui, par exemple, où en est-on de cette possibilité de se resubjectiver dans les interstices du travail, temporel du travail. Ça implique que le temps de travail est encore défini, par exemple. Est-ce que le temps de travail est encore défini aujourd'hui? Toujours. Ou pas? C'est une vraie question. Il y a probablement des contextes dans lesquels le temps de travail est défini, il est morcelé, très souvent, de plus en plus, mais il est encore défini. Il y a des cas de figure où le temps de travail ne l'est plus. Je donne toujours l'exemple, alors là aussi c'est le phénomène de l'anticipation des cours à venir, auquel vous vous contraignez, auquel vous vous contraignez systématiquement en fin de cours, mais ce n'est pas plus mal. Je donne toujours l'exemple d'une ancienne étudiante qui n'arrivait pas à terminer son mémoire parce qu'elle travaillait, finançait ses études, et qui était arrivée triomphante en me disant: j'ai trouvé un nouveau travail, au lieu de faire, je ne sais plus ce qu'elle faisait, du secrétariat ou du caissière, caissière parce que c'était morcelé. Donc 2 heures le matin, 1 heure de pause, mais vous n'avez pas eu le temps de rien faire, ni de rentrer chez elle, ni de lire, ni d'ailleurs de parler, parce que les pauses sont décalées, donc elle était totalement dans un truc de vide. Et puis à nouveau 2 heures, et puis une pause d'1 heure et demie, et puis 3 heures, et puis un bout d'une demi-heure, et puis etc. de 8 heures du matin à 7 heures du soir, mais en fait elle ne travaillait que à part-time, elle était vidée en conséquence. Et elle me dit: j'ai pas le temps de travailler, j'ai trouvé un nouveau travail, ce travail est merveilleux, c'est du travail téléphonique, c'est du télétravail, ordinateur et téléphone, et je peux faire ça de chez moi, c'est 4 heures par jour, fantastique, je vais pouvoir finir mon mémoire parce que j'aurai tout le reste de la journée pour travailler. Sauf qu'on lui avait assigné des objectifs. Et ces objectifs étaient irréalisables. 4 heures, qui était censé être le temps de travail. Et comme elle travaillait depuis chez elle, elle s'épuisait à essayer d'atteindre ces objectifs, et du coup, tout le temps de la journée y passait, de 8 heures du matin à minuit, et du coup, le travail avait recouvert entièrement le temps de la vie. Alors c'est intéressant parce qu'on est dans un cas, par exemple travail à domicile ou télétravail, où la définition du temps de travail, qui est celle du travail industriel, saute complètement. Mais on est dans une énorme quantité de variété de figures de travail aujourd'hui. La grille temporelle, la limitation temporelle saute. Et la limitation spatiale aussi, en réalité. On n'est plus dans la clôture, par exemple. Et c'est un des effets que j'aimerais étudier avec vous à la fin du cours, c'est-à-dire comment est-ce qu'on gouverne quand l'espace n'est plus clos, et quel type de quadrillage nouveau, première chose, comment est-ce qu'on gouverne le temps lorsque le temps du travail était borné par la cloche de départ et la cloche de la fin, et par les pauses, a totalement recouvert le temps de la vie. Est-ce que ça signifie qu'on peut se resubjectiver en permanence, ce que vous dites, ou est-ce que ça signifie qu'au contraire, la désubjectivation qui est requise par le travail a littéralement absorbé, rongé votre vie de l'intérieur? C'est une vraie question. Alors, si vous retrouvez le texte de Beauvoir, c'est intéressant parce que ça me semble. Tu ne parlais pas du 19e. Oui, relevé de. Ouais. Un travail borné. Mais par exemple, alors, là aussi, je vais vous spoiler tout, mais c'est pas grave. Si vous voulez lire quelque chose pendant les vacances, c'est minuscule. C'est magnifique. C'est un texte absolument magnifique. C'est un immense texte. Robert Linhart est un sociologue normalien qui a fait partie du groupe des élèves d'Althusser qui ont écrit avec Althusser, Balibar, Rancière et d'autres, qui ont écrit Lire le Capital au milieu des années 60, qui étaient des étudiants de jeunes normaliens, très très jeunes normaliens, qui ont travaillé à cette école de Marx avec Althusser. Linhart a décidé de faire partie, de s'inscrire dans un mouvement qui existait à la toute fin des années 60 et au début des années 70 et qui est un mouvement qu'on appelait le mouvement d'établissement. L'établi, ça veut dire deux choses, ça veut dire à la fois l'établi de travail, table de travail, mais ça veut dire aussi le fait de s'établir en usine. Et s'établir en usine, ça consistait à, alors qu'on était jeune intellectuel, donc avec Linhart, sociologue,
à s'établir au milieu des ouvriers comme ouvriers, à la fois pour observer la manière dont on travaillait dans les usines et en produire la critique, mais aussi d'un point de vue militant pour s'installer à l'intérieur des usines et travailler en tant que militant à la politisation des ouvriers. Il établit, c'est publié aux éditions de Minuit, c'est réédité régulièrement par les éditions de Minuit, ça doit faire 80 pages, pas 80 pages. L'établi est une description absolument impressionnante d'usines, alors c'est les usines Renault, si mes souvenirs sont bons, Citroën, j'ai oublié. Porte de Choisy, il y avait encore des usines pour choisir les voitures, aux portes de Paris, dans lequel on est en fin des années 60, début des années 70, donc plein emploi, on a besoin énorme des main-d'œuvre ouvrières, donc aucun problème pour trouver du travail. Et Linhart décrit ce qu'il voit, et il décrit littéralement les 4 fonctions disciplinaires que décrit Foucault, la gestion de l'espace, puis il décrit aussi la gestion du temps, et puis il décrit, et ça je trouve ça très intéressant, la manière dont les pauses justement sont littéralement grignotées par les processus disciplinaires. Les pauses sont des moments dangereux d'agrégation subjective. Et donc il faut décomposer ce risque-là, d'autant plus qu'on est à quelques années de l'indépendance de l'Algérie, et qu'une grande partie des travailleurs en usine sont des Algériens qui en France retrouvent du travail. Et que du coup, il y a aussi cette politisation des Algériens en France qui est assez forte. Il a décrit ça, et je trouve ça intéressant parce que on voit qu'il n'y a plus aucune place pour la subjectivité, non pas parce que ça n'est pas intéressant du point de vue de la production, mais parce que c'est dangereux du point de vue politique. Et l'exemple qu'il donne est un exemple bouleversant. Il y a dans l'atelier dans lequel il travaille, il est déplacé précisément et remplacé, parce que comme il est agitateur politique, c'est pas gérable. On le déplace dans un autre atelier, deux fois de suite, etc. Puis on le met à pied, on finit par lui dire qu'il est libre de s'en aller, il s'en va et il est réembauché ailleurs. À l'époque, pas de problème. Alors, dans la description qu'il fait, il y a un très vieil ouvrier qui a un établi, un poste de travail, qu'il a bricolé pendant des années, des dizaines d'années, et des années d'expérience de travail. Alors, je ne sais plus ce qu'il fait, s'il visse ou s'il peint une portière de voiture. Mais il se trouve qu'il s'est aperçu que le geste qu'il faisait quand la portière lui arrivait, qu'il devait faire ce qu'il devait faire sur la portière, était un geste qui lui faisait perdre du temps. Et donc il a tordu sa table de son poste de travail, il a vissé des trucs lui-même et il a adapté le poste de travail qu'on lui avait donné pour pouvoir faire les choses mieux, plus rapidement et avec une dextérité extraordinaire, parce que lui il a des années d'expérience de travail d'usine, donc c'est le meilleur. Il dépasse tous les rythmes, toutes les tendances qui sont imposées, il peut même aller fumer une cigarette de temps en temps parce qu'il va très vite. Bon, c'est vraiment le meilleur des ouvriers. Et en même temps, ça veut dire qu'il a intégré à sa pratique ouvrière, industrielle, sérienne, à la répétition des gestes, quelque chose comme un savoir, une expérience et une expertise. Si la portière m'arrive comme ça, je la prends mal. Il suffirait de la retourner et je gagnerais 2 secondes et demie. Et ça serait plus facile de le passer au voisin. Et du coup, on peut produire mieux et plus parce que, etc. etc. Donc il a intégré cette expertise qui est la sienne, c'est-à-dire qu'il a dit quelque chose qui est de l'ordre de la production d'une qualité d'intelligence sur le processus de travail, et non pas simplement la répétition sérielle d'un geste dans la pure quantité du temps qui lui est imposé. Ça devrait être intéressant pour le cycle productif, parce que ça accélère la chose et effectivement la productivité est accrue. Mais c'est insupportable du point de vue du gouvernement de la structure d'usine, parce que ça réintroduit quelque chose comme de la subjectivité. Il n'a pas à modifier la neutralité désubjectivée de sa place et de sa fonction. Si on resubjective, ça ne va pas. Et du coup, je vous donne tout de suite la parole, et du coup, on lui enlève sa table. Alors, la description linéaire est marrante parce qu'il a rajouté des bouts, il a mis des boulons, enfin, il a modifié. On lui enlève son fameux établi personnalisé, produit d'années et d'années d'expérience, et qui servait à tout le monde, dont le bénéfice servait à tout le monde. Et on lui donne à nouveau un établi standard. Et là, le type perd pied. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à suivre la cadence,
il bloque entièrement la chaîne, il n'arrive plus à travailler. Et il finit par être expulsé parce qu'il est plus capable. Et c'est intéressant parce que Linhart dit ça aurait dû intéresser en termes de productivité, mais ça n'est pas supportable en termes de pratique de gouvernement, au sens où on entend, c'est-à-dire de gestion des corps accrochés au travail. C'était à quelle époque ça? Fin des années 60, début des années 70. Parce que j'avais entendu parler aussi d'usines, enfin d'entreprises, où on donnait une prime aux ouvriers qui arrivaient à déterminer comme ça des processus plus rapides. Alors il Ils faudrait faisaient savoir, des inventions. il faudrait savoir où. Chez Toyota. Je sais Oui, mais c'est beaucoup plus tard le coyotisme, c'est les années 80. C'est les années 80. Et les années 80 modifient très profondément le management industriel, précisément parce que c'est ça qui va nous intéresser. On va se mettre à intégrer l'intelligence des gens au travail, y compris dans les tâches qui nous semblent à nous les plus déqualifiées, par exemple dans le travail industriel. Du travail déqualifié, répétitif, industriel, jusqu'au travail qu'on appelle aujourd'hui le travail cognitif et intellectuel, où les facultés cognitives sont mobilisées. Et ce tournant-là, il se passe au tournant des années 70-80. Donc après, l'expérience que raconte Linhart. Et du coup, la question, elle va être, je re-spoil ce que je vais raconter, mais c'est pas grave, la question, elle va être, des corps à la fois individualisés et massifiés, on sait gouverner. On a vu les disciplines pour la dimension individuelle, on va voir la biopolitique pour la dimension massifiée, ce que Foucault va appeler le gouvernement des populations. Population au sens palien du terme. Mais si on se met à se dire qu'on a besoin de l'intelligence, de l'expérience, de l'expertise des travailleurs, quels qu'ils soient, de l'industrie, du dernier ouvrier non qualifié jusqu'au postdoc physicien triplement primé, etc., peu importe le niveau d'études et peu importe le travail, alors ça veut dire que ce qu'on essaie de produire, la valeur économique, a besoin de l'intelligence, de l'expérience, des qualités subjectives des hommes et des femmes. Donc on réintroduit la subjectivité. Mais si on réintroduit la subjectivité, par exemple, donner des primes à des ouvriers qui proposeraient, du haut de leur expérience réelle, des améliorations dans l'organisation du travail. Ça veut dire que, d'une manière ou d'une autre, le travailleur en question, il suggère, non seulement il exécute, mais il suggère des modifications dans l'organisation du travail qui contribuent à nommer. Donc si cela se réalise, et de fait cela se réalise de plus en plus, comment gouverne-t-on les hommes et les femmes? On les gouvernait parce qu'on les désubjectivait. On les gouvernait parce qu'on avait une unité de temps et d'espace extraordinairement définie. C'était ça les analyses de Foucault. Culture, quadrillage, emplacement fonctionnel, permutabilité, puis après, on ne l'a pas fait parce que j'ai pas le temps, mais même travail sur le temps. Et même travail sur les gestes, vous vous souvenez de ce qu'il a annoncé. L'espace, le temps et les mouvements du corps. Donc tout était analysé, décomposé et géré. Si l'unité spatiale, l'unité temporelle saute, et si vous ne gérez plus les individus au préalable désubjectivés, mais que vous avez besoin qu'ils se remettent à penser pour pouvoir améliorer le processus de production, que fait-on de cette resubjectivation qui prend la forme d'une liberté qu'on leur concède à nouveau, d'être eux-mêmes? Comment gère-t-on la liberté? En fait, ce dont vous parlez dans les usines de type tayloriste, c'est, si on prend la distinction entre l'école blanc et l'école bleue, l'école bleue, c'est ceux qui sont honnêtes et qui sont désubjectivés. Après, l'école blanche, c'est aussi des salariés, qui gagnent un peu mieux leur vie que les ouvriers, mais après, eux, on leur demande de faire un travail forcément hyper intéressant et de s'impliquer pour l'entreprise, définir les processus, etc. Et pourtant, il y a aussi une forme d'aliénation là-dedans. Et puis en plus, on ne peut pas dire que c'est vraiment des sujets. Enfin, non, mais je pense que c'est vous qui avez... qui n'est pas forcément... je veux dire, ça se réduit pas du corps. Non, bien sûr. Non, mais en même temps, la force de travail, on peut... Alors, historiquement, elle naît sur le travail de type industriel,
Là, on n'a pas fait de référence à l'opposition entre travail de type industriel, c'est-à-dire reproduction de biens céréales, de marchandises, de consommation céréale, mais on pourrait le faire sur les services, sur l'administration. Les tâches répétitives, c'est pas les mêmes, mais les tâches répétitives, il en existe, le travail du secrétariat, le travail d'administration, etc., etc. Donc c'est pas... Mais en fait, je parlais vraiment du travail intellectuel, en fait. Dans une industrie, chez Renault, il y a plein d'ingénieurs, de gens qui font plein de choses. Moi, mon expérience, c'est pas forcément des sujets plus que parce que même si c'est un travail intellectuel, c'est pas forcément un travail qui permet d'être un sujet individuel. Non, c'est vrai, mais ce qui, encore une fois, je pense que ça dépend de l'époque. C'est pour ça que l'effet spoiling est un peu compliqué. C'est que aujourd'hui, ce que je vous ai dit, il y a un tournant qui se passe. Aujourd'hui, la grande... Alors, on va repartir de l'analyse de la richesse, parce que c'est trop compliqué à parce que c'est la clé de la chose. Aujourd'hui, la production de la valeur, on parle plus de richesse, la production de la valeur, elle se fait essentiellement sur l'intégration de contenus qui sont des contenus d'innovation et d'expérimentation. Et on a besoin pour cela de gens qui sont, alors c'est le mot d'ordre aujourd'hui, l'espèce de mantra des entreprises, créatifs. On dit en permanence, il faut être créatif, il faut être innovant, il faut être, etc. etc. Alors, au-delà de la rhétorique de l'innovation et de la créativité, qui est une rhétorique, et qui est un asservissement, qui est aussi un mode d'aliénation, c'est ce sur quoi on va travailler. Ce qui est intéressant, c'est que même si c'était vrai, dans certains cas c'est vrai, comment fait-on pour gouverner la créativité et l'innovation? Parce que cette créativité et cette innovation, elles se nourrissent de liberté. Comment est-ce qu'on fait pour gouverner la liberté? Et le point auquel je veux arriver, c'est la constitution de création, innovation, invention, terme dont on était parti au tout début, vous vous souvenez, la constitution de ces termes-là, et la constitution du mot liberté comme des dispositifs de gouvernement. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on réinvente le sens qu'on donne au mot liberté pour en faire un dispositif de gouvernement? C'est-à-dire d'asservissement au travail, dans un travail qui a muté, qui a changé, mais qui implique qu'on puisse encore gouverner les individus, plus seulement leur corps, mais aussi leur tête, dont on a besoin. Comment est-ce qu'on fait pour avoir pris sur des individus dont, paradoxalement, on a besoin de liberté, d'inventer? Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des gens qui sont dans des tâches répétitives, y compris du côté des peuples blancs. Mais ça veut dire que la production de la valeur s'est déplacée de ce côté-là. Alors que la production de la valeur au 19e, elle est dans ce que raconte Foucault. Ce qui nous amène au point que je veux traiter, je voudrais au moins commencer, et qui est l'explication qu'il donne dans La vérité et les formes juridiques de la probable origine de ce mécanisme disciplinaire, de disciplinarisation progressive à partir de la fin du XVIIIe et au début du XIXe. Alors, très rapidement, les conférences, à part cette première que je vous citais, je vous donnais un tout petit extrait qui est assez général. Ces conférences sont extraordinairement différentes entre elles, puisque la deuxième conférence, alors c'est mise en série, le texte est unique, la deuxième conférence porte sur Oedipe. On est en 73, on est un an après la publication d'Anti-Oedipe de Deleuze et Guattari, en 72, auquel Foucault fait référence. Et puis surtout, et c'est très intéressant, on parle de Freud aussi, texte d'Oedipe, et puis il se revient, et ça c'est un effet d'anticipation assez étonnant par rapport aux années 80, il revient aux versions classiques d'Oedipe, c'est-à-dire au texte de Sophocle, le dit de Sophocle, dont il produit un commentaire absolument extraordinaire, mais dont on a l'impression que c'est autre chose par rapport à la première conférence qui portait sur les rapports entre détermination sociale et historique, pratique et connaissance, un petit passage que je vous ai lu. Dans la troisième conférence, à partir d'Oedipe, il se met à travailler sur les types de règlements juridiques dans la culture grecque et dans la culture du Moyen-Âge, la manière dont on peut régler, au sens résoudre, les affaires judiciaires, et il distingue plusieurs typologies, l'usage de la preuve, l'usage de l'épreuve, et en fait il aboutit à ce qui va être la grande thèse de cette troisième conférence, c'est-à-dire l'idée qu'il y a au Moyen-Âge une étatisation progressive de la justice pénale.
On voit qu'ils travaillent déjà sur les thèmes sur la naissance de la pénalité. On se dit ça n'a rien à voir avec Sophocle, mais c'est pas grave, c'est malgré tout dans la continuité. Et puis, la 4e conférence poursuit la 3e. On en était à l'étatisation de la justice pénale au Moyen-Âge, et Foucault dit cette étatisation de la justice pénale, elle utilise des dispositifs différents. Un dispositif qu'il analyse longuement, qui s'appelle, qui présente comme celui de l'enquête. Puis il dit il y a à un moment un basculement, et au lieu d'utiliser l'enquête comme grand dispositif de justice, que c'est encore au Moyen-Âge, on voit émerger un nouveau dispositif qu'il appelle la surveillance. Et on voit s'esquisser les thèmes de surveiller et punir. Qu'est-ce que c'est que surveiller? Au lieu de recueillir les preuves. Et donc on en arrive à la toute fin de la 4e conférence, et la toute fin de la 4e conférence, c'est la première page que je vous ai donnée. Page 604. Alors, est-ce que j'ai... Oui, 5 minutes, on a juste le temps de lire le début, parce que c'est vraiment passionnant. Voilà ce qu'il dit. Et c'est vraiment très étonnant, parce que ça éclaire d'un coup à la fois ce qu'il vient de dire et ce que nous venons de dire, nous, dans Surveiller et punir. C'est alors que se pose la question de savoir le pourquoi de ce mouvement, de ces groupes de contrôle, de surveillance. La question de savoir à quoi ils ont répondu. Nous avons vu à quel besoin originaire ils répondaient, mais pourquoi ont-ils eu ce destin? Pourquoi ont-ils subi ce déplacement? Pourquoi le pouvoir ou ceux qui détenaient ont-ils repris ces mécanismes de contrôle situés au niveau le plus bas de la population? Surveiller, contrôler un par un chaque individu. C'est ça dont il parle. Pour répondre, il faut prendre en considération un phénomène important. La nouvelle forme assumée par la production. Ce qui est à l'origine du processus que j'ai cherché à analyser, c'est la nouvelle forme matérielle de la richesse. À vrai dire, ce qui survient en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle, beaucoup plus qu'en France d'ailleurs, c'est le fait que la fortune, la richesse, s'investit de plus en plus à l'intérieur d'un capital qui n'est plus purement et simplement monétaire. La richesse des XVIe et XVIIe siècles était essentiellement constituée par la fortune des terres, par les espaces monétaires, ou éventuellement par les lettres de change que les individus pouvaient échanger. Au XVIIIe siècle apparaît une forme de richesse qui est maintenant investie à l'intérieur d'un nouveau type de matérialité qui n'est plus monétaire, qui est investie dans les marchandises, les stocks, les machines, les ateliers, les matières premières, les marchandises qui doivent être expédiées. Et la naissance du capitalisme, ou la transformation et l'accélération de l'installation du capitalisme, va se traduire dans ce nouveau mode d'investissement matériel de la fortune. Or, cette fortune constituée de stocks, de matières premières, d'objets importés, de machines, d'ateliers, est directement exposée à la déprédation. Toute cette population de gens pauvres, de chômeurs, de personnes qui cherchent du travail, a maintenant une sorte de contact direct, physique, avec la fortune, avec la richesse. Le vol des navires, le pillage des magasins et des stocks, les déprédations dans les ateliers sont devenus courants à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre. Et justement, le grand problème du pouvoir en Angleterre, à cette époque, est d'instaurer des mécanismes de contrôle qui permettent la protection de cette nouvelle forme matérielle de la richesse. On comprend donc pourquoi le créateur de la police en Angleterre, Paul Coon, était quelqu'un qui au départ a été commerçant, puis chargé par une compagnie de navigation d'organiser un système pour surveiller les marchandises emmagasinées dans les docks de Londres. La police de Londres est née du besoin de protéger les docks, les entrepôts, les magasins, les stocks. C'est la première raison, beaucoup plus forte en Angleterre qu'en France, de l'apparition de la nécessité absolue de ce contrôle. En d'autres mots, c'est la raison pour laquelle ce contrôle, avec un fonctionnement de base presque populaire, a été repris en haut à un moment déterminé. Je m'arrête là parce qu'il y a une deuxième partie qu'on lira la prochaine fois et qui concerne la forme de la propriété. Hypothèse de Foucault, si on veut résumer, cette mutation profonde qui fait qu'à un moment donné, non seulement on s'intéresse au corps en tant que producteur, et donc on les redresse, on les dresse, on les organise, on les localise, etc., etc., etc. Mais qu'en plus, on a besoin de les surveiller
et d'anticiper en permanence la possibilité qu'ils puissent agir autrement que de la manière dont on veut qu'ils agissent. Ces deux choses-là sont liées fondamentalement à la transformation dans l'idée même que l'on se fait de la richesse. Si la richesse c'est la production, alors toutes les conditions de possibilité de cette production doivent être garanties. Avant, la richesse c'est la terre et les métaux précieux. Si la richesse devient la production, toutes les conditions de possibilité de la production doivent être garanties. Les conditions de possibilité de la production, c'est les matières premières, les machines, les stocks, les moyens de transport pour transporter les matières premières, etc. etc. C'est ce dont il fait la liste. Et donc il va falloir protéger tous ces éléments-là, toutes ces conditions de possibilité de la production. Mais la production, c'est aussi les gens qui travaillent, parce que sans force de travail, vous n'avez pas de production. Et donc, il va falloir gouverner la force de travail. Et ça, c'est surveiller le punir. Gouverner la force de travail, ce que Marx appellera le capital variable. Gouverner toutes les conditions de possibilité de la production, ce que le capitaliste met au départ pour pouvoir permettre le fonctionnement du processus de production, ce que Marx appellera le capital fixe. Dans les deux morceaux. Et le dispositif qui se déploie à partir du 19e et que Foucault commence à analyser dans la vérité des formes juridiques, c'est cette double nécessité qui porte un nom quand elle s'applique aux individus, discipline, qui porte un nom quand elle s'applique aux biens matériels, surveillance, contrôle, et qui va porter un nom qui va redoubler les disciplines quand il va falloir gérer des populations massifiées, force de travail, ça va s'appeler biopouvoir. Vous avez la mise en place de ces morceaux d'analyse. Ça va? Alors, on s'arrête là. La question que je laisse en suspens, mais je voudrais que vous l'enregistriez dans un coin de votre tête dès à présent, c'est la suivante. Aujourd'hui, c'est un peu la reprise de votre question tout à l'heure. Aujourd'hui, quelle est notre, non pas perception, mais définition de la richesse? C'était les terres, c'était les métaux précieux, c'est devenu la production des marchandises. On va revenir sur ce point. Et aujourd'hui, où se trouve la production de l'amour? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vaut du point de vue économique? Il reste 90 secondes pour les disquettes. Il y a une question. Alors on reprend la prochaine fois sur ce texte et je vous ferai un grand tableau avec Maître Amphilis, physiocrate, économie classique, Ricardo.